971. Les Fatimides ont quitté le Maghreb pour s'installer en Égypte. Depuis la ville du Caire, les Fatimides comptent conquérir des terres au Moyen-Orient en profitant de la lente déchéance de leurs rivaux abbassides. Les Fatimides ont les yeux rivés vers l'est. Au Maghreb, ils laissent au poste de gouverneur leur fidèle général, Ziri ibn Mennad de la tribu des Sanhaja. Ziri ibn Mennad a une autorité stable sur l'est du Maghreb, entre l'Algérie centrale, sa région d'origine, et l'Ifriqiya, qui était le fief des Fatimides. Par contre, l'ouest maghrébin lui échappe. Les tribus de l'ouest contestent son autorité et font allégeance à l'autre rival des Fatimides, le calife omeyyade de Cordoue. La rivalité entre les Fatimides et les Omeyyades cache une autre rivalité, celle entre les tribus Sanhaja et Zénet. Ces deux tribus sont des tribus berbères, mais elles ont des modes de vie très différents. Les Sanhaja sont sédentaires et les Zénètes sont des semi-nomades. Ils changent d'habitation entre l'été et l'hiver pour nourrir leurs troupeaux. Les Sanhaja sont surtout des agriculteurs et les Zénètes sont surtout des éleveurs de bétail. Les Sanhaja habitent les montagnes du nord et les Zénètes habitent les hautes plaines et les zones pré-désertiques. Les Sanhaja sont fortement liés à leur territoire et les Zénètes sont fortement liés à leur clan avec lequel ils se déplacent. Et surtout, les Zénètes possèdent beaucoup de chevaux et c'est grâce à eux qu'ils se déplacent sans cesse et occupent des grands espaces. À force de se déplacer, les Zénètes ont occupé la moitié nord-ouest de l'actuelle Algérie et ils sont devenus voisins des Sanhaja qui vivaient dans la région de l'Algérois. Et une rivalité a commencé à naître. Cette rivalité sera exacerbée par l'arrivée des Fatimides au début du Xe siècle. Les Fatimides avaient été portés par la tribu des Kutama, une tribu sédentaire cousine des Sanhaja. C'est donc tout naturellement que les Sanhaja ont pris le parti des Fatimides. Les Zénètes, quant à eux, sont devenus les pires ennemis des Fatimides pendant leur séjour au Maghreb. Le départ des Fatimides pour l'Égypte et le pouvoir qu'ils ont laissé aux Sanhaja va accentuer encore plus les rivalités entre les Zénètes et les Sanhaja. Ziri ibn Mennad n'a qu'un but, conquérir l'ouest du Maghreb et soumettre les Zénètes. Malheureusement pour lui, il meurt au combat la même année. Les Zénètes qui l'ont tué ont décapité son cadavre et envoyé sa tête en cadeau au calife de Cordoue. Le ton est donné. En apprenant ça, le fils de Ziri, Bolorin ibn Ziri, est allé aussitôt venger la mort de son père. Il a mené des expéditions punitives en territoire zénète et leur a infligé des grandes défaites. Il a d'ailleurs tellement infligé de défaites aux Zénètes que la plupart d'entre eux a déserté le Maghreb central. Il se dit même que Bolorin a interdit aux Berbères d'élever des chevaux, car c'était un signe de la culture zénète. Bolorin fait une forte impression aux Fatimides. Les Fatimides le nomment émir du Maghreb. Il lui donne le droit d'administrer les provinces, de commander les armées et de percevoir l'impôt pour le compte des Fatimides. Bolorin a le droit, comme n'importe quel souverain, de léguer le pouvoir à ses enfants. Il devient donc le premier souverain d'une nouvelle dynastie. On appelle cette dynastie la dynastie Ziride, en souvenir de leur ancêtre Ziri ibn Mennad, le père de Bolorin. Les Zénètes, quant à eux, iront s'implanter au Maghreb occidental, l'actuel Maroc. Ils réussissent à prendre quelques territoires, comme par exemple la ville de Sigil Massa, et s'implantent dans la ville de Fès. On a dit que les tribus de l'ouest maghrébin prêtaient allégeance au califat omeyyade de Cordoue. Il faut comprendre une chose. Les États musulmans de cette époque prêtaient tous allégeance à un calife. Prêter allégeance à un calife, c'est une manière de signifier qu'on est un État musulman. À l'époque où les Abbassides étaient les seuls califes, tout le monde leur prêtait allégeance, de fait. Mais depuis qu'il y a eu 3 califes, chaque État prête allégeance au calife de son choix. Et pour un émirat maghrébin, prêter allégeance au calife de Cordoue, ça sert surtout à marquer sa désapprobation du califat chiite des Fatimides. Et c'est une manière de se dire indépendant des Fatimides. Le calife de Cordoue se retrouvait donc avec des États qui lui prêtaient allégeance sans même avoir besoin d'aller faire des guerres. C'est donc une aubaine pour le calife de Cordoue. Mais la situation n'est pas de tout repos non plus. En cette période, le califat omeyyade a des petits soucis de succession. Le calife Al-Hakam est mort en 976. Et il a laissé pour successeur son fils Hichem, qui a 11 ans. Et ça, ce n'est jamais bon pour une dynastie. Quand vous voyez qu'une dynastie commence à laisser des enfants pour successeurs, c'est généralement le début de la fin. Et les Omeyyades de Cordoue ne feront pas exception. La régence va être assurée par un homme de la cour, par le chambellan Muhammad ibn Abi Amir, plus connu sous le nom de Al-Mansour, le victorieux, ou Al-Manzor en espagnol. Cette succession va causer des grands troubles. D'abord, la garde du calife va se révolter, et Al-Manzor arrivera à calmer la situation. Mais peu de temps après, Al-Manzor devra faire face à un adversaire qu'on avait un peu oublié, les royaumes chrétiens du nord de l'Espagne. Les royaumes chrétiens ont voulu profiter de cette période de troubles pour attaquer le califat.
et Almanzor va mettre toute son énergie à repousser les attaques chrétiennes. À vrai dire, il y arrive assez bien et il gagne vite en popularité. Mais cette guerre l'oblige à se concentrer sur le nord et donc à tourner le dos au Maghreb. Enfin, tourner le dos, pas vraiment. Almanzor continue à donner son approbation pour les chefs zénètes. Il laisse des troupes dans la ville de Ceuta, qui interviendront en cas de besoin. Et surtout, il se tourne vers le Maghreb pour enrôler des mercenaires. Il fera appel à de très nombreux mercenaires berbères pour sa guerre contre les chrétiens. Au Maghreb, cette fin de siècle sera marquée par une grande instabilité. Il y aura de très nombreux conflits entre de très nombreuses parties. Entre les Zirides et les tribus zénètes, entre les zénètes et les survivants idrissides, entre des clans zénètes et d'autres clans zénètes, entre les Zirides et les Kutama, entre des clans Zirides et d'autres clans Zirides. Pendant au moins 25 ans, il n'y aura pas de répit. On va essayer de voir les principaux conflits de cette période. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut vous accrocher, parce que même en résumant, ça part quand même dans tous les sens. Au tout début de son règne, comme on l'a dit plus tôt, Almanzor avait laissé quelques troupes à Ceuta pour soutenir ses alliés zénètes. Cette aide a justement permis de garder la ville de Ceuta, mais elle n'a pas suffi à battre Bolorin, l'émir ziride. Bolorin a réussi à prendre Fès et Sijil Massa en 979. À cette date-là, Bolorin devient le premier berbère depuis très longtemps à régner sur les 3 grandes parties du Maghreb. Dites-vous que pour retrouver une situation pareille, dans laquelle un berbère règne sur tout le Maghreb, il faut remonter à l'Empire romain, plus précisément en l'an 217, quand Macrinus, le berbère de Maurétanie césarienne, avait été nommé empereur. Depuis cette date, il n'y a eu aucun berbère qui a régné sur tout le Maghreb, donc c'est une grande première. Mais cette situation ne va pas durer, parce que Bolorin meurt dans la foulée. Il meurt en 984, et les Zénètes profitent de l'occasion pour reprendre leur territoire. La personne qui succède à Bolorin est son fils, El-Mansour. Oui, c'est un peu bizarre, on a maintenant 2 El-Mansour. El-Mansour le Ziride, le fils de Bolorin, et El-Mansour l'Andalou. Il faut pas confondre les deux, surtout qu'ils sont ennemis. L'un est un émir ziride, et est allié aux Fatimides, et l'autre est le chambellan du califat omeyyade. El-Mansour le Ziride tentera de reprendre Fès et Sijil Massa, mais il n'y arrivera pas. Et donc, ironie du sort, pour quelqu'un dont le nom signifie le victorieux, il se fait une réputation de perdant auprès des Fatimides. Les Fatimides vont essayer de créer un contre-pouvoir au Maghreb pour fragiliser sa position et préparer un changement de pouvoir. Ils envoient un missionnaire chez les Kutama. Et les Kutama fondent un petit état indépendant autour de la ville de Mila. Bien sûr, les Zirides n'acceptent pas la situation et il s'ensuit une guerre entre Al-Mansour et les Kutama. Une guerre qui durera 3 ans et qu'Al-Mansour finit par gagner. Les Kutama, qui n'étaient déjà plus très nombreux depuis le déménagement en Égypte, sont presque réduits à néant maintenant. De l'autre côté du Maghreb, 2 personnages vont émerger. 2 zénètes. Yeddou ben Yala et Ziri ibn Atiyya. Et là non plus, il ne faut pas confondre. Ziri ibn Atiyya n'est pas ziride. Il est même l'ennemi des zirides, puisqu'il est zénète. Donc je récapitule pour pas qu'on confonde. On a à l'ouest les tribus zénètes, avec Ziri ibn Atiyya et Yeddou ben Yala, qui sont affiliés aux Omeyyades et à leur chambellan Al-Mansour. Et à l'est, la dynastie ziride, qui appartient à la tribu des Sanhaja, avec l'émir El-Mansour. Ziri ibn Atiyya et Yeddou ben Yala font partie des 2 clans les plus puissants de la tribu des Zénètes, les Banu Ifren et les Mahrawa. Ces 2 clans étaient rivaux, mais les Mahrawa avaient quand même le dessus. Les Mahrawa contrôlaient Fès, Sijil Massa et avaient les faveurs des Omeyyades. Ziri ibn Atiyya, qui était le chef des Mahrawa, avait même reçu le titre de vizir, c'est-à-dire ministre de l'état omeyyade. Et c'est une grande distinction. Ziri avait été invité à Cordoue pour recevoir son titre au cours d'une grande cérémonie. Yeddou ben Yala a dû être piqué au vif, et il a profité de l'absence de Ziri pour attaquer la ville de Fès. Ziri est revenu à la hâte pour reprendre sa ville, accompagné de troupes omeyyades. Mais Yeddou a quand même pris le dessus et a taillé ses adversaires en pièces. Ziri profitera alors d'un autre événement pour renforcer son armée. Et cet autre événement en question, c'est une guerre civile chez les Sanhaja. Un des oncles de l'émir Al-Mansour, qui s'appelle Aboul Bahar, s'était révolté contre l'émirat ziride. Aboul Bahar a été battu et a dû fuir avec son armée à Tlemcen. Ziri ibn Atiyya est allé à sa rencontre et lui a proposé une alliance. Et cette alliance a réussi à reprendre la ville de Fès. Ziri ibn Atiyya a chassé les Banu Ifren et a fondé la ville de Oujda, qui lui servira de ville de repli en cas de nouvelles défaites militaires. À ce moment-là, sans qu'on sache vraiment pourquoi,
Ziri ibn Atiyya est entré en disgrâce avec Al-Manzor. Une guerre a éclaté entre les deux, et Al-Manzor a envoyé des fonctionnaires pour gérer le Maghreb occidental. Il a chassé Ziri ibn Atiyya. Ziri a dû fuir dans le désert au sud du Maghreb central. Et là-bas, il a appris qu'une autre guerre civile était en train de déchirer les Zirides. L'émir Ziride, Al-Mansour, venait de mourir et de se faire remplacer par son fils, Badis ibn al-Mansour. Sauf que certains membres de la famille Ziride n'étaient pas d'accord avec le mode de succession. Deux grands-oncles de Badis, Zawi et Maksen, ont voulu prendre le pouvoir. Ils ont attendu que Badis aille faire une campagne militaire dans le Maghreb central pour tenter d'usurper le trône. Badis leur a envoyé son meilleur général, qui était accessoirement son oncle fidèle, Hamad ibn Bolorin. Les deux grands-oncles rebelles ont envoyé des troupes attaquer les villes Zirides, et Hamad est parti les affronter. Mais pendant ce temps, le zénith Ziri ibn Atiyya est entré en guerre. Il a profité de la guerre pour attaquer lui aussi des villes Zirides. L'armée Ziride était trop occupée, et Ziri ibn Atiyya a pu prendre facilement Tihert, Tenes, Msila et Tlemcen. Quand il a vu ça, le chambellan Al-Manzor s'est dit qu'il serait plus sage de se réconcilier avec Ziri ibn Atiyya, et il lui a redonné le gouvernorat du Maghreb occidental. Ziri ibn Atiyya s'est donc retrouvé avec un territoire énorme, qui allait de l'Atlantique au centre de l'Algérie. De son côté, Hamad, le général Ziride, a calmé la situation. Il a attrapé un des oncles rebelles et l'a donné à manger à ses chiens de garde. Et l'autre oncle rebelle, Zawi, a fui en Andalousie, chez Al-Manzor. Et on reparlera de lui un peu plus tard. La guerre civile est finie, mais pas les guerres entre les Zirides et les Zénètes. Nous sommes en l'an 1000. Le Maghreb est coupé en deux grands états, et l'Algérie centrale est déchirée par les combats entre les Zénètes et les Zirides. Du côté Zénète, Ziri ibn Atiyya meurt assez vite. Il meurt en l'an 1001, et il laisse son fils Al-Mu'iz prendre le flambeau de la guerre contre les Zirides. Et du côté des Zirides, Hamad est chargé d'assurer les combats contre les Zénètes. Il commence la construction d'une forteresse qui lui servira de base pour ses campagnes militaires. C'est la fameuse Qal'a des Banu Hamad, la forteresse des fils de Hamad. Cette période est aussi celle de la mort d'Al-Manzor, le chambellan omeyyade. Et à ce moment-là de l'histoire, il faut absolument parler de la situation en Espagne, car l'Andalousie est sur le point d'exploser. Souvenez-vous, Al-Manzor n'était que le régent du califat omeyyade. Quand il était arrivé au pouvoir, le calife Hicham n'avait que 11 ans. Grâce à ses guerres victorieuses contre les chrétiens, Al-Manzor est devenu très vite populaire. Il est devenu tellement populaire qu'il a continué à exercer le pouvoir même quand le calife Hicham est devenu adulte. À vrai dire, on pense même que le calife Hicham avait des problèmes mentaux. Il était détaché du pouvoir et laissait tout faire à Al-Manzor. Al-Manzor était devenu le véritable dirigeant du califat. À tel point qu'à sa mort, ses fils ont pris la succession. Le fils qui a succédé à Al-Manzor s'appelle Abdelmalik el-Mudaffar. Abdelmalik maintient la politique de son père. Il continue à faire la guerre au royaume chrétien en leur envoyant des mercenaires berbères. Cette politique a l'air bonne puisque les guerres sont victorieuses. Mais en réalité, cette politique a mené le califat à sa ruine. La guerre, ça coûte cher. Le coût des mercenaires a ruiné l'État, littéralement. Et en plus de ça, Al-Manzor avait un certain goût pour le luxe qui le faisait dépenser beaucoup. Il avait construit une ville avec un palais luxueux en l'honneur de sa femme. Donc les guerres, plus les dépenses somptuaires d'Al-Manzor ont asséché les finances du royaume. Mais il y a autre chose comme erreur. Al-Manzor avait amené des mercenaires. Le problème, en ramenant des mercenaires, outre le fait qu'il faut les payer, c'est qu'on crée une force militaire nouvelle. Une force qui n'était pas forcément facile à gérer. En amenant des mercenaires berbères, Al-Manzor et son fils Abdelmalik ont créé un déséquilibre dans le pouvoir. Avant ça, les dirigeants andalous étaient tous d'ascendance arabe. Mais désormais, les berbères auront également leur mot à dire. Abdelmalik el-Mudaffar meurt en l'an 1008, et il est remplacé par son frère, l'autre fils d'Al-Manzor, Abdelrahman Sanchuelo. Sanchuelo s'était donné pour nom Al-Nasir ad-Dawla, le protecteur de l'État. Et jamais un surnom n'aura été aussi mal porté. Sanchuelo n'a régné que 5 mois. 5 mois durant lesquels le califat omeyyade va exploser. Une fois au pouvoir, Sanchuelo n'a rien trouvé de mieux à faire que de se faire désigner successeur du calife. Son père Al-Manzor et son frère Abdelmalik avaient compris qu'il fallait garder le calife comme un pantin et exercer le pouvoir en son nom. Sanchuelo a voulu devenir calife à la place du calife. Et ça, c'était inconcevable pour la famille omeyyade.
Les Omeyyades ont tué Sanchuelo et fait nommer un nouveau calife, un certain Mohammed, qui était le cousin du calife Hicham. Mais ce nouveau calife n'a pas plu aux mercenaires berbères, qui étaient désormais une véritable force politique. Les berbères ont chassé Mohammed et ont nommé un troisième calife, un certain Sulayman. Mohammed a fui vers le nord, il s'est allié à certains gouverneurs arabes et même au roi de Catalogne, qui était un roi chrétien. Il est revenu à Cordoue et a repris le pouvoir. Les berbères se sont encore rebellés et l'ont chassé à nouveau. Bref, je vous passe les détails, mais la situation était devenue chaotique. Les Omeyyades étaient toujours officiellement califes, mais dans les faits, le califat est en lambeaux. Plusieurs villes vont se détacher du califat et constituer des petits états indépendants. Ces petits états portent le nom de taïfas. Leur nombre va varier avec le temps, mais il y en aura au total plus d'une vingtaine, et les taïfas seront toutes en rivalité les unes avec les autres. Certaines taïfas seront tenues par des Arabes et d'autres par des Berbères ou même des Andalous convertis. Les Omeyyades et les survivants de la dynastie idrisside se disputeront la ville de Cordoue. Et de nombreuses autres familles créeront des taïfas dans d'autres villes. On aura par exemple la famille d'Almanzor à Valence, des Berbères Zénètes à Ronda, des Kutama à Alpuente, des Houara à Tolède, des familles arabes à Séville et Saragosse, et on aura même une taïfa ziride, celle de Grenade. Vous vous souvenez de Zawi ibn Ziri, le fameux grand-oncle qui s'était rebellé contre les Zirides et qui a fui en Andalousie après avoir perdu contre Ahmed? Eh bien, lorsqu'il a fui en Andalousie, ça s'était plutôt bien passé pour lui. Il s'était rapproché de la cour et était devenu un chef militaire pour le compte des Omeyyades. Et lors de la chute du califat, il a réussi à créer une taïfa à Grenade. Plus tard, sa taïfa conquérera même celle de Malaga. Toutes ces taïfas se combattront les unes les autres. Et elles devront aussi faire face à la menace chrétienne. Car bien entendu, les royaumes chrétiens profiteront de l'occasion pour attaquer les taïfas musulmanes et parfois même pour les monter les unes contre les autres. La famille Omeyyade continuera à se donner le titre de calife pendant quelques décennies, mais dans les faits, la période des Omeyyades est définitivement finie en 1016. Elle aura duré plus de 260 ans, depuis l'arrivée de Abd al-Rahman al-Dakhil en 755. Les Omeyyades avaient su se maintenir à l'écart des conflits militaires entre les dynasties musulmanes. Ces conditions de paix ont permis à la ville de Cordoue de prospérer, et la rencontre entre le monde musulman et le monde chrétien a permis un essor culturel et artistique. Ça prendrait des heures de citer tous leurs apports, mais la période des Omeyyades de Cordoue a donné naissance à des scientifiques comme Ibn Firnas, à des poètes comme Ibn Hazm. Les Omeyyades ont fondé la ville de Madrid, et ils ont développé un style architectural qui sera repris par tout le Maghreb. C'est le style hispano-mauresque. Aussi, c'est aux Omeyyades de Cordoue qu'on doit la fondation de la ville de Oran, en l'an 902. À l'origine, la ville d'Oran a été fondée dans un endroit un peu désert, mais à mi-chemin entre Tlemcen et Tihert. Elle était destinée à servir de comptoir commercial entre ces deux villes et l'Andalousie. Et aujourd'hui, c'est devenu la deuxième ville de notre pays. La décennie 1010 est celle de l'éclatement du califat omeyyade de Cordoue. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi la décennie de la division de l'émirat ziride. Un conflit va éclater entre l'émir Badis et son oncle Hamad. Hamad était stationné à l'Aqala'a, et il combattait les Zénètes depuis plus d'une décennie. C'est un chef militaire habile et il arrive à reprendre des territoires aux Zénètes. À force de combat, Hamad est devenu très fort et a commencé à effrayer son neveu Badis. Badis a donc pensé qu'il serait plus judicieux d'écarter Hamad du pouvoir. Et donc il lui a demandé de renoncer à son pouvoir politique. Pour justifier ça, Badis a dit à Hamad qu'il souhaitait initier son jeune fils au pouvoir et qu'il était temps de laisser la place aux jeunes. En même temps, le jeune fils en question n'avait que 6 ans, et c'était peut-être un peu trop tôt pour l'initier au pouvoir. Il aurait donc fallu trouver un prétexte un peu plus convaincant. Hamad n'a donc bien évidemment pas accepté de céder sa place, et la guerre entre Badis et Hamad était alors inévitable. Badis a envoyé des troupes pour assiéger la Qala'a, la forteresse de Hamad. Mais comme son nom l'indique, c'est une forteresse. Badis n'a pas réussi à la prendre. Donc non seulement il n'a pas réussi à la prendre, mais en plus il est mort, après 2 ans de combat. Badis est finalement remplacé par son jeune fils. Voilà, il voulait l'initier au pouvoir, c'est maintenant chose faite. Le jeune Al-Mu'iz devient émir ziride à l'âge de 8 ans. Hamad tente de contre-attaquer et évince Al-Mu'iz, mais il n'y arrive pas. Les deux armées se neutralisent. Finalement, un traité de paix est signé entre les deux parties. Le traité de paix stipule que Hamad sera désormais le chef d'un émirat indépendant. On a désormais 2 émirats. D'un côté, l'émirat de Hamad, qui a pour capitale la Qala'a, et qui contrôle Achir, Msila, Tobna, le Zab, Tihert, la Grande Kabylie et la région d'Alger. Et de l'autre côté,
l'émirat d'El Mu'izz ibn Badis, qui a pour capitale Qayrawan et qui garde l'équivalent de la Tunisie, la Tripolitaine, les Aurès et le Constantinois. Par abus de langage, les historiens nommeront le premier émirat le royaume Hammadide et le second le royaume Ziride. Mais en réalité, ces deux États sont deux émirats zirides, des zirides de deux branches différentes. Donc pour ne pas confondre, il vaudrait mieux utiliser leur vrai nom, les Banu Badis ou les Badicides en Ifriqiya, et les Banu Hammad ou les Hammadides au Maghreb central. Ces deux émirats tâcheront de marquer leurs différences. Par exemple, Hammad va tout de suite faire allégeance au calife abbasside de Bagdad, pour marquer la différence avec les Banu Badis, qui faisaient allégeance aux Fatimides. Mais ces deux royaumes vivront en paix l'un avec l'autre. Il n'y aura pas vraiment de guerre entre les deux. Hammad n'a plus rien à craindre sur son front est. Et il n'a plus rien à craindre non plus sur son front ouest, puisque depuis la chute des Omeyyades, les Zénètes étaient embourbés dans des conflits internes entre clans. Et puis Hammad n'est pas spécialement expansionniste, il va se concentrer sur son émirat. Donc on passe d'une période de guerre à une période de paix. Les deux royaumes zirides vont vivre une période de paix d'environ 25 ans. Et pendant cette période, ils vont développer leur cité. Des nombreux travaux sont faits partout dans le pays, des travaux par exemple d'embellissement des mosquées. La Qala'a des Banu Hammad, qui était une forteresse, devient maintenant un centre culturel et intellectuel, avec un palais fastueux et plusieurs mosquées. Et de nombreux savants d'Andalousie et de Qayrawan y viendront y séjourner. Hammad meurt pendant cette période, et il est remplacé par son fils El-Qa'id. À part une petite escarmouche en 1040, on ne note pas vraiment de guerre entre les deux royaumes zirides, et la situation restera pacifique. Le véritable changement viendra en 1048. Cette année-là, les Zirides et les Fatimides vont avoir leur premier grand conflit religieux. Si vous vous souvenez bien, le califat fatimide, qui est un califat chiite, n'avait pas réussi à imposer son dogme à la population de l'Ifriqiya. À part les tribus Kutama et quelques habitants des grandes villes, pas grand monde n'avait adhéré au dogme chiite ismaélien, le dogme des Fatimides. Les dirigeants zirides restaient officiellement chiites, pour sauver les apparences, mais n'étaient pas vraiment zélés dans le chiisme. Avec le temps, les Kutama ont perdu de leur force, et le peuple de l'Ifriqiya acceptait de moins en moins le fait d'être géré par un émirat qui faisait allégeance à un califat chiite. Et en plus de ça, les émirs zirides étaient de moins en moins enclins à se dire chiites. Si vous vous souvenez bien, le jeune El Mu'izz avait perdu son père à l'âge de 8 ans. Eh bien, à la mort de son père, il a été élevé par des éducateurs sunnites, si bien qu'il est devenu lui-même un fervent sunnite. Donc, même s'il ne se disait pas officiellement sunnite, pour ne pas froisser les Fatimides, il laissait quand même transparaître des signes. La population de l'Ifriqiya l'avait compris, et ça a libéré certains relents anti-chiites de la population. Il a commencé à y avoir des massacres de chiites en Ifriqiya. Et El Mu'izz n'a rien fait pour les combattre, il se dit même qu'il les a encouragés. Le calife fatimide de l'époque lui a demandé de rendre des comptes. Et El Mu'izz lui a répondu en déclarant son indépendance. Il a fait retirer tous les drapeaux verts des Fatimides et les a remplacés par le noir des Abbassides. Cette décision va avoir des conséquences qui vont changer le visage du Maghreb. Les Fatimides n'apprécient pas du tout cette trahison, et ils vont chercher à punir les Zirides. Il se trouve qu'à cette période-là, il y avait des tribus bédouines qui nomadisaient en Égypte. Ces tribus sont les fameuses tribus hilaliennes, et vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ces tribus ont fait couler énormément d'encre, et leur arrivée a littéralement transformé le Maghreb. Pour comprendre l'histoire de ces tribus hilaliennes, il faut revenir un siècle et demi en arrière, au début des années 900. Pendant que le mouvement fatimide s'installait au Maghreb, un autre mouvement chiite s'installait en Orient. C'était le mouvement des Karmates. Les Fatimides et les Karmates étaient tous les deux des chiites ismaéliens. Ils appartenaient à la même branche du chiisme. Mais les Karmates ne croyaient pas que le calife fatimide était réellement l'imam ismaélien. Ils le prenaient pour un imposteur. Donc même s'ils étaient tous les deux chiites ismaéliens, les deux mouvements n'étaient pas alliés du tout. L'état fatimide et l'état karmate naîtront presque au même moment. Les Fatimides en l'an 909 et les Karmates en l'an 903. Et chaque état évoluera de son côté. Pendant que l'état fatimide devenait un califat et prenait l'hégémonie sur le Maghreb, l'état karmate attaquait la péninsule arabique, pillait tout ce qu'il pouvait et imposait des tribus à certaines régions en échange d'une protection militaire. Les Karmates avaient notamment imposé un tribut au gouverneur de Damas. Ça s'était passé en l'an 968. Et ça entraînera une confrontation avec les Fatimides. Parce que l'année suivante, en 969,
les Fatimides vont s'emparer de l'Égypte et aussi de la Syrie. Donc il va s'en suivre une guerre entre les Fatimides et les Karmates. Les Karmates ont attaqué les Fatimides. La guerre entre les deux a duré une dizaine d'années et s'est soldée par une victoire fatimide. Si je vous raconte tout ça, c'est que depuis leur début, les Karmates étaient assistés de 3 tribus bédouines. Les Banu Hilal, les Banu Sulaym et les Banu Ma'qil. Ce sont ces tribus-là qu'on appelle, par abus de langage, les tribus hilaliennes. Ces tribus étaient originaires du Hijaz, du désert d'Arabie. Elles vivaient dans un climat aride et n'avaient pas grand-chose d'autre à exploiter que leurs forces militaires. Elles servaient de mercenaires aux Karmates. Après la défaite contre les Fatimides, les Karmates sont repartis en Arabie, mais les tribus hilaliennes sont restées en Égypte. Les Fatimides les ont donc installés au sud de l'Égypte, sur les rives du Nil. C'était plus facile pour les surveiller, et puis ça pourrait servir en cas de besoin. Et le besoin n'allait pas tarder à se faire sentir. Lorsque Mou'ez l'émir ziride s'était détaché du califat fatimide en 1048, les Fatimides ont décidé qu'il était temps d'envoyer des tribus bédouines pour récupérer le Maghreb. Les Fatimides ont donné aux Hilaliens des titres de propriété en Ifriqiya, et leur ont promis que les terres étaient beaucoup plus vertes là-bas. S'ensuivra une des plus grandes migrations de masse que notre pays ait connue. Les Hilaliens se comptaient en centaines de milliers. Ils sont allés vers l'ouest avec femmes, enfants, chevaux et bétail, en quête de verdure et de terres fertiles. C'était la ruée vers l'herbe. Le nombre de Bédouins à avoir fait le déplacement est sujet à débat encore aujourd'hui. Certains exagèrent l'ampleur de la migration, tandis que d'autres s'évertuent à la minimiser. Les chiffres donnés varient entre 100 000 et 1 million selon les auteurs. Mais à vrai dire, on s'en fiche un peu du nombre. Ce n'est pas ça qui est important à savoir. Ce qui est important à savoir, c'est l'impact que cette migration a laissé sur la société maghrébine. Et cet impact est sans précédent. Il y a eu un avant et un après migration hilalienne. Avant les migrations hilaliennes, la société maghrébine était divisée grosso modo entre une population citadine arabophone et une population rurale berbérophone. L'arrivée des Banu Hilal va entraîner la création d'une population rurale arabophone. L'arabe des Banu Hilal, qui lui-même est différent de l'arabe des premières conquêtes, va se diffuser dans les campagnes. Et ça va entraîner l'arabisation d'un grand nombre de régions qui étaient jusque-là restées en marge des villes. Aujourd'hui encore, les accents des différentes régions du Maghreb sont influencés à des degrés différents par la langue arabe de ces tribus hilaliennes. Aussi, les Hilaliens s'étaient surtout installés dans les régions qui ressemblaient le plus à leur région d'origine. Ils s'étaient généralement installés dans les plaines et les plateaux. Et ça a entraîné un certain repli des populations berbères vers les côtes et vers les montagnes. Et par effet de ricochet, ça a entraîné un développement des villes côtières. Donc paradoxalement, l'arrivée de ces Bédouins du désert a poussé le pays à réutiliser sa façade maritime. Et concernant la culture des Banu Hilal, nous avons aujourd'hui des régions entières du pays qui ont maintenu la culture de ces tribus bédouines, leur langue, leur folklore et même des récits de cette période. À ce propos, si vous voulez vous immerger dans l'ambiance de cette période, je vous conseille vivement de vous intéresser à ce qu'on appelle la Sira des Banu Hilal, ce qu'on appelle en français la geste hilalienne. C'est un ensemble de récits semi-fictifs, écrits par les Banu Hilal eux-mêmes. Ce sont des récits oraux, mais vous pouvez trouver des livres qui les compilent. Rien de mieux pour comprendre la culture des Banu Hilal et leur motivation que de regarder ce qu'ils se disaient eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, ces Banu Hilal avaient migré massivement vers l'Ifriqiya en 1051. Et ils avaient la ferme intention de prendre les terres que le calife fatimide leur avait données. En voyant ça, l'émir ziride a voulu envoyer une armée à leur rencontre pour les stopper dans leur avancée. Les deux armées se sont rencontrées près de Gabès, et l'armée ziride est écrasée. El-Mouaïs se replie dans sa capitale Qayrawan, mais les Hilaliens le suivent et pillent la région. Le chaos va durer plusieurs années. Pendant ce temps, le royaume hammadide connaît lui aussi des troubles. Des troubles de succession. L'émir Al-Qaïd meurt en 1054, et son fils Muhsin lui succède. Muhsin règne pendant quelques mois avant de se faire assassiner par son cousin. Et le cousin en question va devenir le nouvel émir hammadide. Il s'appelle Bolorin ibn Muhammad. C'est un espèce de tyran sanguinaire. Il n'hésite pas à tuer des gens s'il doute de leur fidélité. Il a par exemple tué le gouverneur de Biskra, ce qui va causer la révolte des populations de Biskra, et il a aussi fait tuer une autre de ses cousines, ce qui va lui causer quelques problèmes plus tard. Bon, le royaume hammadide a perdu Biskra, mais cette situation n'est presque pas si grave que ça si on regarde l'autre émirat ziride. L'émirat des Banu Badis est en train de se disloquer. En 1057, les Banu Hilal prennent la capitale Qayrawan. L'émir El-Mouaïs se réfugie à Mehdiya. Il tente de sauver son trône, et il signe un traité de paix avec les Hilaliens. Les Banu Hilal lui laissent la ville de Mehdiya, l'ancienne capitale fatimide, et le littoral. Le peuple de l'Ifriqiya va se sentir trahi par l'émir El-Mouaïs, et des révoltes vont avoir lieu partout sur le territoire.
Des villes comme Tunis, Sfax ou Sousse prennent leur indépendance. Et les Aurès et les Constantinois sont récupérés par les Hammadides. Bolorin, l'émir hammadide, assiste à l'explosion du royaume de ses cousins Banu Badis. Mais il assiste aussi à l'affaiblissement de ses rivaux zénètes. Les zénètes, en cette période-là, faisaient face à un certain mouvement politico-religieux qui émergeait dans le sud-ouest du Maghreb. Un mouvement qui va, lui aussi, à sa manière, changer la face du Maghreb. Ce mouvement, c'est le mouvement almoravide. Le mouvement almoravide est né dans les sables du Sahara. Plus précisément dans le nord de l'actuelle Mauritanie, chez les tribus des Gouddala et des Lemtouna. Des tribus de grands nomades qui appartenaient à la grande confédération des Sanhaja. La confédération des Sanhaja, vous connaissez déjà. C'est celle à laquelle appartenait la dynastie des Irides. Je vous avais dit tout à l'heure que les Sanhaja étaient des tribus de sédentaires. C'est vrai, mais je vous avais pas tout dit. Il y avait une branche des Sanhaja qui vivait dans le grand désert. La confédération des Sanhaja était paradoxalement présente en deux endroits complètement différents. Dans les montagnes près du littoral, au nord, et en plein dans le désert du Sahara. Ceux du littoral et ceux du désert se définissaient tous les deux comme des Sanhaja, mais en réalité ils n'avaient pas grand chose à voir. Les premiers cultivaient leurs terres et les seconds se déplaçaient à dos de chameau d'oasis en oasis. Leur origine commune est tellement ancienne qu'on ne sait pas vraiment avec certitude si ce sont ceux du nord qui ont migré vers le sud ou l'inverse. Enfin, quoi qu'il en soit, les Sanhaja du désert avaient adhéré à l'islam depuis très longtemps, mais ils n'avaient pas réellement de connaissances religieuses très poussées. Dans le courant des années 1030, l'un des chefs de ces tribus est revenu d'un pèlerinage à la Mecque, accompagné d'un prédicateur religieux. Ce prédicateur, c'est Abdallah ibn Yassin, un juriste religieux originaire du Sousse, c'est-à-dire du sud marocain. Abdallah ibn Yassin adhérait à la branche sunnite de l'islam, et plus précisément à l'école malikite. C'était un adepte de l'islam orthodoxe. L'école malikite, c'est l'école à laquelle se rattachent les maghrébins même aujourd'hui. Abdallah ibn Yassin va enseigner à ces tribus du désert les préceptes de sa doctrine. Pendant les premiers temps, son enseignement va être rejeté par une grande partie des gens. Abdallah va alors prendre les étudiants les plus motivés et faire construire ce qu'on appelle un ribat. Un ribat, c'est un genre de forteresse monastère. Les gens viennent y trouver refuge, y apprendre la religion et parfois même y pratiquer le djihad. Environ 1000 fidèles iront se former spirituellement dans le ribat de Abdallah ibn Yassin. On appellera ces fidèles les gens du ribat. En arabe, al-murabitoun. Et c'est ce mot qui donnera le mot almoravide. Ces almoravides n'auront qu'un objectif. Aller faire cesser toutes les hérésies et prêcher la parole sunnite. Ils partiront en expédition en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. En 1054, pendant que l'Ifriqiya se faisait ravager par les Banu Hillel, les Almoravides ont pris la capitale de l'empire du Ghana. L'empire du Ghana qui, comme son nom ne l'indique pas, ne se situe pas dans l'actuel Ghana, mais plutôt dans l'actuel Mali et Mauritanie. Les Almoravides se sont ensuite dirigés vers le nord. La ville de Sijil Massa était aux mains des Zénètes, et ces derniers imposaient des taxes qui n'étaient pas vraiment légiférées par l'islam. Certains habitants de la ville ont fait appel aux Almoravides pour faire cesser ces impôts. Les Almoravides sont donc venus à Sijil Massa et ont écrasé les Zénètes. Ils sont ensuite partis prendre la région du Sousse et ont installé leur base à Armat. À partir de cette base d'Armat, les Almoravides se sont donné pour mission de détruire les Berwata et leur religion hérétique. Les Almoravides triomphent en 1059 et ils arrivent à détruire le royaume des Berwata. Mais les leaders almoravides meurent au combat. Abdallah ibn Yassin perd la vie au cours de ces batailles. Et deux nouveaux personnages vont émerger chez les Almoravides. Abu Bakr ibn Omar, qui ira régner en Afrique de l'Ouest, et surtout Youssef ibn Tashfin, qui va aller à la conquête du Nord. Youssef ibn Tashfin est nommé émir en 1061. Il fonde alors une ville qui va servir de base à ses conquêtes. Marrakech. Aujourd'hui, le nom du pays Maroc est un dérivé du nom de cette ville. Les Zénètes se retrouvent pris en tenaille, entre les Almoravides au sud et les Hammadides à l'est. Les Almoravides leur ont déjà enlevé tout le sud marocain, et les Hammadides menacent leur possession au nord. Tandis que Youssef ibn Tashfin s'établissait à Marrakech, Bolorin, l'émir hammadide, s'était allié aux tribus hilaliennes et a attaqué la ville de Fès. Mais Bolorin n'a pas pris la ville de Fès. Il l'a juste pillée, pris les nobles de la ville en otage et est rentré chez lui. Mais cette attaque a tout de même affaibli encore plus les Zénètes. Et Bolorin a, peut-être sans le savoir, facilité la tâche aux Almoravides. Mais Bolorin n'aura pas le temps de voir la suite des événements, puisqu'il est assassiné dans la foulée. Bolorin s'était fait beaucoup d'ennemis parmi ses proches. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il avait assassiné une de ses cousines et que ça allait lui causer des ennuis. Et ben voilà, le frère de cette fameuse cousine a profité de l'absence de Bolorin pour fomenter un complot. Il a attendu que Bolorin revienne de Fès pour venger sa sœur. Et oui, la vengeance se mange froide. Le cousin vengeur va devenir l'un des plus fameux émirs des Hammadides.
Son nom, c'est An-Nasir ibn al-Nas. Le premier grand fait d'armes d'An-Nasir est de reconquérir la ville de Biskra. An-Nasir réorganise son royaume en nommant des gouverneurs fidèles dans la plupart des villes. Et il arrive même à s'attirer l'allégeance de gouverneurs indépendants de certaines villes de l'Ifriqiya. Il obtient l'allégeance du gouverneur de Sfax, de Castilia, de Tunis et même de Qayrawan. Tout avait très bien commencé pour lui. Jusqu'à un événement inattendu. Inattendu mais en même temps tellement prévisible. Un conflit interne entre les Banu Hillel. Les Banu Hillel étaient divisés en une multitude de clans. Et deux de ces clans, les Etbej et les Riyah, étaient entrés en guerre l'un contre l'autre. Les Riyah étaient partis demander une alliance à l'émir Badicide. L'émir Badicide de l'époque s'appelait Tammim. Il venait tout juste d'accéder au trône. Tammim a accepté l'alliance avec les Riyah et il en a profité pour régler certains comptes. Il est parti faire la guerre aux villes d'Ifriqiya qui avaient fait allégeance à l'émirat hammadide. Et c'est à ce moment-là que les deux royaumes zirides sont entrés en guerre l'un contre l'autre. An-Nasir, l'émir hammadide, essuierait une défaite cuisante à Sebiba, et il sera contraint de se réfugier dans la Qala'a. Son royaume est en position de faiblesse. Les villes d'Ifriqiya qui lui avaient prêté allégeance étaient reprises par les Banu Badis. Mais ce n'est pas tout. Les Banu Hillel s'étaient installés dans les zones des plaines et des plateaux pré-sahariens, c'est-à-dire les mêmes zones que l'habitation traditionnelle des Zénètes. Et mine de rien, les Hilaliens et les Zénètes commençaient à bien s'entendre. Ils avaient à peu près le même mode de vie, et c'étaient tous les deux des peuples de cavaliers. On a commencé à voir des coalitions hilaliennes zénètes qui attaquaient le royaume hammadide. Toute la partie sud du royaume, et surtout les villes qui étaient proches des plaines, étaient à la merci des Banu Hillel et des Zénètes. An-Nasir passe un très mauvais moment entre 1063 et 1067. Il perd de nombreuses villes. Mais il finira quand même par reprendre ces villes et même à en conquérir de nouvelles comme Wargla. Toutefois, la plus intéressante de ces conquêtes, c'est une petite montagne qui faisait face à la mer, tout au nord de la Qala'a. An-Nasir va fonder une nouvelle ville qui va lui servir de seconde capitale. La position côtière et montagneuse de cette ville la rend difficile d'accès pour les chevaux des Arabes et des Zénètes. Cette nouvelle ville sera le symbole du renouveau de l'émirat d'An-Nasir. Il y construit une mosquée, un palais, des jardins, et il exonère les habitants de taxes pour s'assurer leur fidélité. An-Nasir va donner son nom à cette nouvelle ville. Il l'appelle An-Nasiriyya, la ville de Nasser. Mais les habitants de cette ville préféreront l'appeler autrement. Ils lui donneront le nom de la tribu qui habitait les montagnes des environs. Cette tribu s'appelait la tribu des Bgaya. Et c'est le nom que cette ville gardera jusqu'à aujourd'hui. C'est la ville de Bijaya. An-Nasir était arrivé à pérenniser son royaume malgré une situation apocalyptique. Il s'en est bien sorti en construisant une nouvelle capitale loin des zones de guerre. Mais les véritables exploits militaires de cette période sont réalisés par quelqu'un d'autre. Ils sont réalisés par Youssef ibn Tashfin, l'émir almoravide. Pendant qu'An-Nasir se défendait face aux Banu Hillel et aux Zénètes de l'Est, Youssef ibn Tashfin infligeait défaite sur défaite aux Zénètes qui occupaient les villes du nord-ouest maghrébin. En 1079, il avait déjà soumis la quasi-totalité du Maghreb occidental. Il s'est alors décidé à traverser la Moulouya et à combattre les Zénètes du Maghreb central. En 1081, il envoie un de ses généraux prendre Oujda et Tlemcen, qui étaient aux mains des Zénètes Banu Ifran. Il installe à Tlemcen un gouverneur qui s'appelle Mohammed ibn Tinamer. Mohammed ibn Tinamer avait pour consigne de conquérir les territoires des Zénètes du Maghreb central. Mais il a pris des initiatives personnelles et il est allé grappiller des territoires qui appartenaient aux Hammadides. Il a pris toute la côte jusqu'à Alger. Il y avait une règle tacite entre les Almoravides et les Hammadides qui consistait à ne pas s'agresser mutuellement entre Sanhaja. La prise d'Alger aurait pu faire cesser cette règle et entraîner une guerre entre les deux royaumes. Mais ça n'a pas été le cas. Les deux leaders n'avaient pas vraiment le temps pour ça. An-Nasir était trop occupé à contenir les incursions arabes au sud de son royaume, et Youssef ibn Tashfin était occupé avec autre chose. Il était occupé avec l'Andalousie. L'Andalousie était, comme vous le savez, divisée en plusieurs taïfas, qui étaient en rivalité les unes avec les autres. Les royaumes chrétiens avaient profité de ces rivalités pour avoir l'hégémonie sur l'Andalousie musulmane. Un roi chrétien en particulier va prendre l'ascendant. Il s'appelle Alphonse VI de Léon et de Castille. En 1085, Alphonse VI a conquis la ville de Tolède. Il a ensuite attaqué d'autres villes partout dans le pays. Saragosse, Valence et même Tarifa tout au sud. Et il a imposé des tribus à d'autres taïfas, comme par exemple celle de Séville. L'émir de la taïfa de Séville a appelé Youssef ibn Tashfin à la rescousse. La suite, c'est une bataille entre des forces coalisées musulmanes et une alliance de royaumes chrétiens.
Cette bataille sera renommée Az-Zallaqa, qu'on pourrait traduire par quelque chose comme la bataille du sol qui glisse. La légende dit que les pertes chrétiennes étaient tellement énormes que leur sang a transformé le sol en boue. Alphonse VI a subi une défaite cuisante et a dû repartir chez lui. Youssef ibn Tashfin a tenté de réorganiser la politique des taïfas. Le mouvement almoravide est un mouvement religieux, et Youssef a donc voulu réformer certaines pratiques qu'il jugeait non conformes aux règles islamiques, avec notamment l'arrêt de certaines taxes non islamiques. Les chefs des taïfas ont refusé cette ingérence et sont entrés en conflit avec les almoravides. Et certains d'entre eux auraient même tenté de refaire des alliances avec les rois chrétiens. 3 ans après la victoire contre les chrétiens, voilà que Youssef ibn Tashfin se retrouve à combattre ses anciens alliés des taïfas andalouses. En 1091, Youssef prend les taïfas de Séville et de Grenade. Et il mettra une vingtaine d'années à prendre toutes les autres. C'est le début de l'ère de l'Andalousie almoravide. C'est l'apogée de leur empire. Youssef ibn Tashfin, en bon musulman sunnite, reconnaît l'autorité religieuse du calife de Bagdad. Et en bon Sanhaja, il entretiendra des relations cordiales avec l'émirat hammadide. En parlant de l'émirat hammadide, ce dernier vient de changer de souverain. Al-Nasir était décédé en 1089. Et c'est désormais son fils Al-Mansour qui est à la tête du royaume hammadide. Al-Mansour fera de Bijaya sa seule capitale. Il en fera une des plus brillantes villes de son époque. Il y construit des jardins avec un système d'eau publique, des mosquées et pas moins de 5 palais. En s'installant définitivement à Bijaya, Al-Mansour se tourne vers la mer. Du port de Bijaya partiront des navires commerciaux vers toute la Méditerranée, y compris les pays chrétiens. Bijaya ne cessera pas de se développer, et elle sera le symbole du retour du monde maritime dans la vie économique, sociale et culturelle du Maghreb central. On peut dire que le Maghreb central redevient maintenant un pays méditerranéen, chose qu'il avait cessé d'être depuis la chute de l'Afrique romaine. Les tribus arabes, quant à elles, occupent de plus en plus d'espace au sud, et elles continuent d'avancer et de s'installer de plus en plus à l'ouest. Ça pose bien entendu des problèmes à l'État hammadide, des problèmes de sécurité dans les routes commerciales du pays. Mais le fait que le royaume est désormais tourné vers la mer va réduire l'importance du problème. Par ailleurs, le royaume hammadide entretient des relations cordiales avec ses voisins maghrébins, et notamment avec l'empire almoravide. À vrai dire, le seul vrai accrochage entre les hammadides et les almoravides aura lieu en 1103. À cette date-là, le gouverneur almoravide de Tlemcen a décidé de prendre la ville d'Achir. Après tout, il tenait déjà la ville d'Alger et Achir n'était pas très loin. Oui, mais Achir c'est la ville natale des Zirides. C'est là où se trouve le palais de leur ancêtre Ziri ibn Menned. Et elle a une importance particulière. Les Zirides se sentent insultés par cette conquête. La réponse d'Al-Mansour ne s'est pas fait attendre. Il a envoyé des troupes reprendre non seulement Achir, mais tout le Maghreb central. En quelques mois, il entrait dans Tlemcen avec son armée. En voyant ça, Youssef ibn Tashfin a envoyé des émissaires pour régler ça à l'amiable. El-Mansour garderait les territoires historiques de son royaume, et les Almoravides garderaient Tlemcen. Et en guise de bonne foi, Youssef ibn Tashfin a changé le gouverneur de Tlemcen, et il en a mis un plus pacifique. Voilà. Et c'était donc la fin du conflit. Ce début de siècle est donc finalement marqué par l'hégémonie des royaumes Sanhaja. 3 royaumes qui se réclamaient d'une même ascendance et qui ont fini par cohabiter. L'équilibre était à nouveau trouvé entre les royaumes maghrébins. Et le Maghreb allait pouvoir vivre une nouvelle époque de paix. Et là, cet équilibre ne va pas durer très longtemps. Les royaumes chrétiens connaissent un regain de force et menacent le monde musulman. Nous sommes au tout début de l'époque des croisades. Au Maghreb, la côte de l'Ifriqiya est menacée par les Normands de Sicile. Mais l'élément qui va bouleverser l'équilibre au Maghreb, c'est un nouveau mouvement religieux musulman. En cette période-là, un jeune étudiant originaire du sud marocain, du nom de Mohammed ibn Toumart, fait le tour du monde pour y apprendre la théologie. Il ira notamment étudier à Cordoue et à Bagdad. De retour au Maghreb, il va développer un dogme totalement original. Ibn Toumart appellera ce dogme le dogme de l'unicité, du tawhid. En français, on le connaît mieux sous le nom du dogme almohade. Avec l'aide d'un de ses disciples, Ibn Toumart ira imposer sa vision du monde aux 4 coins du Maghreb et de l'Andalousie. Mais nous verrons ça au prochain épisode.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et j'espère qu'il vous a plu. C'était un épisode un peu complexe et je pense même que c'était l'un des épisodes les plus difficiles à suivre. Surtout avec les personnages qui donnaient l'impression de tous avoir le même nom. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir en commentaire pour poser des questions ou faire des remarques. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode, un épisode où on parlera cette fois-ci de la période almohade.